Samedi 26 mars 2022, c'est le rendez-vous avec le condensé de l'actualité sur New World TV. On revient donc dans cette émission Le Monde en 7 sur quelques sujets de l'actualité qui ont retenu notre attention. Et pour ce samedi, on va parler de la CEDEAO et du Mali. Équation difficile à résoudre pour la CEDEAO. Nous parlerons toujours du Mali, mais sur le plan de l'agriculture, le Mali, premier producteur africain de coton, malgré les sanctions que la CEDEAO a infligées au pays. Et en seconde partie d'émission, on va parler du Togo, la politique. Les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été élus par les députés au Parlement. C'était le jeudi dernier. Et pour parler de ces sujets sur le plateau avec moi, j'ai deux députés. D'abord, Sénat Alipi, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, député de l'Union des forces du changement. Monsieur Alipi, bonjour. Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci à vous d'être notre invité pour faire le débat avec nous. Le plaisir est partagé. Face à vous, votre collègue député Beausoleil Obekou, député indépendant, président de l'association Togo pour tous. Beausoleil Obekou, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et merci à vous également d'être notre invité. C'est un plaisir. Notre troisième invité sur le plateau, c'est Mamadou Diouf, qui n'est plus à présenter. Il est éditorialiste. Bonjour Mamadou Diouf. Bonjour Samuel, bonjour à toutes et à tous. Et merci à vous également d'accepter notre invitation. On prend tout de suite la direction du Mali. Le Mali est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On sait que la CEDEAO mène des négociations avec les autorités maliennes depuis plusieurs semaines déjà pour trouver un compromis sur un calendrier des prochaines élections pour marquer la fin de la transition au niveau du Mali. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, après plusieurs rencontres avec les autorités de la transition malienne, n'a pas réussi à trouver un accord. Un sommet de la CEDEAO s'est tenu à Accra, c'était hier vendredi. Le sommet devait discuter des sujets concernant le Mali. On n'en sait pas vraiment encore qu'est-ce qu'il en est. Mamadou Diouf, actuellement, avec la situation au niveau du Mali, avec les derniers développements, le président Goïta était attendu au sommet des chefs d'État. Finalement, il n'y est pas allé. Est-ce qu'il y est allé? Pourquoi a-t-il boudé ce rendez-vous? À mon avis, c'est une erreur de sa part de n'être pas allé à ce rendez-vous, puisque le rendez-vous avait pour but de commencer une sorte de décrispation par rapport à la situation du Mali. Sa présence aurait certainement permis d'avoir des résultats meilleurs parce que faut pas qu'on oublie que la sanction était très forte parce que quelque part on avait l'impression que le Mali se moquait pas mal de la CEDEAO en disant on va faire par exemple une transition de 5 ans, ce qui dans les principes bien sûr est inacceptable. Pourquoi il n'est pas allé? Quand on regarde au niveau de la presse malienne, beaucoup avaient dit non parce que le discours du Premier ministre a été tout le temps un discours de choc, un discours d'affrontement. Pour moi, il ne faut pas confondre la réalité et le spectacle. La réalité, on l'avait dit depuis le départ, quel que soit le cas, le Mali finira par la négociation. La preuve, on a quitté 5 ans pour aller actuellement à 2 ans. Et ça, c'est fait par des négociations. Ce qui veut dire que l'absence de négociation ne laisse pas d'espace pour autre chose que de l'affrontement. Et je ne vois pas la CEDEAO aller s'affronter avec le Mali sur cette question-là. Maintenant, suivre également cette tendance qui consiste à dire non, la CEDEAO, c'est pas bon, il faut aller à l'encontre de la CEDEAO. Non, il y a peut-être quelque chose dans la CEDEAO qu'il faut changer. Mais la structure en tant que telle est une très bonne structure. Il faudrait plutôt faire en sorte que la structure joue son rôle. Mais malheureusement, quand vous regardez ce qui se passe, on mélange tout dans cette affaire du Mali. On y met la France qui est peut-être derrière la CEDEAO ou derrière certains présidents de la CEDEAO. Après, vous avez une réaction qui n'a plus absolument rien à voir avec la réalité. Et la réalité, elle est toute simple. Le pouvoir malien aujourd'hui est un pouvoir issu d'un coup d'État. Dans le principe, on ne peut pas accepter un pouvoir issu d'un coup d'État. Le pouvoir malien est là pour une transition. Dans le principe, une transition ne peut pas durer plus qu'un mandat. Parce que s'ils prennent 5 ans plus 18 mois, ça fait plus qu'un mandat présidentiel. Mais c'est ces choses-là qu'il faut clarifier pour qu'après, qu'on s'asseye tranquillement et qu'on règle ce problème parce que malheureusement, et on ne le dit pas suffisamment, je ne suis pas sûr que le colonel Goïta soit affecté par ces sanctions. C'est plutôt le peuple malien qui est affecté par ces sanctions.
et pas seulement le peuple malien, en partie le peuple sénégalais, en partie le peuple ivoirien, parce qu'il y avait ce commerce informel entre les populations, sans compter le commerce formel qui rapportait également énormément de choses au Sénégal et à la Côte d'Ivoire en particulier. Sénat Alépi, est-ce que pour vous, le président Assimi Goïta a bien fait de bouder le sommet des chefs d'État? Il faut dire que la question que vous me posez est une question difficile parce que, comme parlementaire de la CEDEAO, nous sommes sur la position de la CEDEAO et nous évitons autant que nous pouvons de nous immiscer de façon publique dans les questions d'un pays frère. Si je devais, donc je ne répondrai pas directement à votre question, mais si je devais répondre à cette question-là, je dirais que le dialogue est l'arme des forces. C'est ce que le président Houphouët-Boigny nous apprend. Et si on estime qu'on a des positions qui sont défendables, on n'a aucune raison de refuser d'aller s'asseoir pour les présenter, pour qu'il y ait confrontation d'idées et que de cette confrontation sortent vraiment des solutions. Et je rejoins M. Diouf qui dit que les populations souffrent parce que ces sanctions, avant tout, elles affectent les populations. Nous allons parler du coton tout à l'heure. C'est près de 4 millions de personnes qui sont dans cette filière et tout ce qu'ils ont produit, on l'exporte comment quand on est sous sanction. Donc, il faut penser aux populations et il faut penser aux souffrances qu'endurent ces populations. Donc, si je devais répondre à votre question, je dirais que le dialogue est une solution. Il faut toujours aller discuter. Mais bon, comme je ne répondrai pas à votre question. Merci beaucoup, Beausoleil Obekou. L'attitude du président, du colonel Assimi Goïta, vous l'avez compris? Non, pas du tout. Il devrait aller à cette conférence et à ce sommet extraordinaire. Et en fait, il a d'abord dépêché, il a d'abord désigné une délégation très importante avant qu'on apprenne que c'est un huis clos entre chefs d'État. Oui, c'est le chef d'État le chef de l'État malien qui a été invité. Donc, par principe, ce sommet extraordinaire est consacré aux discussions entre chefs d'État. Donc, on ne pouvait pas accepter la présence d'un ministre à la place du chef de l'État. Je crois que c'est ce qui a été dit. Donc, en fait, on est en négociation. C'est une négociation de haut niveau entre les chefs d'État. Et étant donné que le monsieur Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta a été invité, bon, à mon avis, il devrait accepter, il devrait faire le déplacement pour que, ensemble avec ses pairs de la sous-région, pour qu'ils puissent trouver une solution à cette crise malienne. Personne ne gagne dans cette confrontation. On n'a pas besoin d'engager cette confrontation. Au départ, je suis parmi ceux-là qui ont dit qu'on n'a pas besoin d'une confrontation entre le Mali et la CEDEAO. Et les deux se complètent. Le Mali fait partie de la CEDEAO. Le Mali a adhéré librement à la CEDEAO. Il doit respecter les principes et les règles de la CEDEAO. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, on dit par principe, on n'accepte pas les coups d'État. Il faut arriver au pouvoir par les urnes. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir par les urnes. Ils ont fait un coup d'État. Et normalement, on demande un délai très bref pour remettre le pouvoir aux civils, démocratiquement élus par le peuple malien. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ils ont proposé un délai qui n'est pas raisonnable aux yeux de la CEDEAO et la négociation, c'est qu'il faut que la junte malienne propose un calendrier acceptable, 12 à 16 mois. Et ils ont déjà fait 18 mois, je crois, et maintenant ils veulent faire 2 ans. Ils avaient proposé 4 ans, 5 ans, ce qui n'est pas acceptable par la CEDEAO maintenant. Et ils devaient aller au Ghana pour discuter avec ses pairs. Et comme Diouf l'a dit, s'il était là, je crois que beaucoup de choses pourraient changer par rapport pour le Mali. On dit que les sanctions ne fait rien à la junte ou au colonel Assimi Goïta, mais lorsque le peuple malien souffre, il est le premier responsable de cette souffrance. Donc c'est pour ça qu'il doit tout faire pour que ce peuple ne souffre pas de ces sanctions. Les sanctions imposées par les pays, les présidents de la CEDEAO ne visent pas le peuple malien. C'est pour
amené la junte à donner un délai raisonnable pour remettre le pouvoir aux civils, pour mettre fin à cette transition et remettre le Mali sur la voie de la démocratie. Nous avons mis entre parenthèses les principes de la démocratie pour faire un coup d'État, mais nous sommes en transition. Il faut que cette transition-là finisse et qu'on remette le pouvoir aux civils démocratiquement élus. Mamadou Diouf, est-ce que les autorités maliennes jusqu'à l'heure actuelle ont donné des raisons qui peuvent justifier l'absence d'Assimi Goïta? Non, on n'a pas eu de raison d'un point de vue officiel permettant de comprendre pourquoi le colonel Goïta n'est pas allé à Accra. On a plutôt vu une réponse disant que lui, il ne viendrait pas. Il va plutôt envoyer le ministre des Affaires étrangères dans une délégation et qu'en même temps, lui, il était disposé, si nécessaire, de pouvoir contribuer, mais par visioconférence. Ouais. Ça pose un problème. Quand on dit un sommet, ça concerne qui? C'est ceux qui sont au sommet. Ce n'est pas une rencontre internationale où on peut envoyer quelqu'un représentant un pays. C'était un sommet, il fallait que ce soit les chefs de l'État. Et je crois que les chefs d'État ont déjà fait un pas qui, à mon avis, était intéressant pour un pays qui est sanctionné. Accepter que celui qui est actuellement le président vienne participer à ce sommet, on serait en train de tourner déjà une page pour aller vers une autre page, même pour ce qui concerne ces sanctions de la CEDEAO, où on sait que les chefs d'État l'ont déjà dit, ce n'est pas des sanctions qui ont été faites parce qu'on est contre le Mali, ce n'est pas des sanctions qui ont été faites de gaieté de cœur, mais c'est des sanctions qui sont venues répondre à une attitude de la junte malienne qui n'avait pas été acceptée par les responsables de la CEDEAO. Mais venir s'asseoir en discuter était le meilleur moyen pour le faire, mais je n'ai pas vu d'explication, de justification de la part du président malien, bien que dans les médias, dans les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Il y en a qui ont écrit au président directement une lettre en lui disant il faut aller et en donnant les avantages. Il y a d'autres qui ont préféré le bras de fer en disant que c'est le Mali qui gagne, alors que pour ceux qui suivent la chose, aussi bien au niveau de la CEDEAO qu'au niveau du Mali, les gens reculent et dans une négociation, c'est comme ça, on ne reste pas sur sa position et puis dire qu'on négocie. Ce n'est pas la peine de négocier si on ne doit pas changer sa position. Est-ce que vous pensez qu'au niveau des autorités maliennes, le colonel Assimi Goïta assume une certaine option de bras de fer avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Je pense que quelle qu'en soit la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit au Mali, en Guinée, au Burkina Faso ou partout ailleurs en Afrique, une posture de défiance n'est jamais une position féconde. Ça ne donnera rien de fécond, de façon générale, en règle générale. Donc je pense qu'il faut le dialogue, il faut nécessairement discuter. Je ne pense pas que ce soit une bonne posture. Donc est-ce que, pour répondre plus directement à votre question, oui, c'est une posture qu'il prend, mais ce n'est pas lui qui paiera la facture. Je pense que ce sont les populations, malheureusement. Et au-delà de la CEDEAO, des États, de la structure et de tout ça, là, il y a les peuples qui pâtissent des conséquences d'un pouvoir qu'elles n'ont pas élu, finalement, puisqu'on parle d'une junte. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et regarder l'intérêt supérieur de son pays. Quand je regarde le Mali, pour ne pas perdre beaucoup de temps, quand on regarde un État de façon plus sérieuse, il y a les intérêts vitaux, il y a les intérêts stratégiques, il y a ce qui est périphérique. Les intérêts vitaux du Mali se trouvent ailleurs que dans cette querelle sur la durée d'un mandat. Je pense que les intérêts vitaux du Mali en ce moment, c'est des questions qui tournent autour des questions de défense. Il faut retrouver l'intégrité territoriale, régler la question sécuritaire au Mali avant tout. Avant maintenant que peut-être en termes d'intérêt stratégique, on parle de gouvernance et qu'on en vienne à avoir des institutions démocratiquement élues, comme cela est recommandé. Donc pour un pays qui a autant de problèmes, je ne pense pas que se tirailler sur des questions de durée de mandat et en faire l'actualité, je ne pense pas que c'est fécond. Et je ne pense pas non plus que la posture de défiance est une posture qui puisse mener où que ce soit. Vous savez, pour ne pas parler pour parler,
l'armée reste au service des autorités civiles. Donc, quelles solutions ont-ils dans la poche pour régler la question sécuritaire qu'ils n'ont pas utilisée ou qu'ils ne peuvent pas utiliser sous une autorité civile, et que ce n'est qu'en prenant d'assaut l'exécutif qu'ils vont pouvoir régler? C'est des questions de fond. Je pense qu'il faut rapidement retourner à l'ordre constitutionnel et remettre le pouvoir à des autorités élues. Mais quand on regarde quand même aujourd'hui, et je pense que Mamadou Diouf le disait, au niveau de l'opinion malienne, on a comme l'impression que la posture de défiance est défendue aussi par une certaine opinion qui n'est pas négligeable. Oui, mais c'est l'opinion. Donc, et puis, ce qui est aussi à éviter, c'est à un niveau donné, on entretient cette posture-là à un niveau donné de l'État. Par exemple, le Premier ministre, le comportement du Premier ministre qui s'attaque de façon régulière à l'institution de la CEDEAO et à la France, à toute la France non plus ne ménage pas le Mali. Donc voilà, donc c'est pourquoi il n'est pas aussi judicieux de laisser les intérêts, vraiment comme le dit l'honorable Aliku, les intérêts vitaux du Mali pour s'occuper d'autres choses. Donc, par exemple, un Premier ministre, il est élu pour des intérêts vitaux du Mali, mais on a comme l'impression que quand on parle de l'opinion, ce qui se dit au niveau des réseaux sociaux, ça c'est normal. Dans l'opinion, les avis sont partagés. Il y a certains qui sont dans la poursuite de défiance par rapport vis-à-vis de la France, de la CEDEAO. Oui. On parle de la CEDEAO. Et il y a d'autres quand même qui rappellent la réalité des actions qu'il faut mener pour que les intérêts vitaux justement du Mali soient quand même préservés. Donc le Mali pris seul ne peut rien faire sans les autres pays, on vient de le dire. Il est vrai que on ne peut pas se passer, moi je le dis, un pays ne peut pas se passer d'une communauté régionale comme la CEDEAO. La CEDEAO a fait du chemin, et aussi la CEDEAO n'a pas que d'objectifs politiques. La CEDEAO c'est fondamentalement économique, culturel, au niveau et surtout les pays ont besoin les uns des autres, et aussi la communauté est importante pour chaque pays, et on parle sur le plan économique. Donc le Mali est un pays enclavé. Il a besoin aussi de ces pays-là qui ont des ouvertures sur la mer. Et c'est ce qui se passait. Monsieur Duc vient de parler de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui sont aussi affectés par ces sanctions, sans oublier aussi le Togo. Le Mali fait aussi le commerce avec le Mali utilise aussi le port du Togo pour ses ravitaillements, tout ça. Donc c'est toute la sous-région qui est affectée par cette sanction. Mais par principe, la CEDEAO joue son rôle. Il est clair qu'il ne faut pas venir au pouvoir par les armes. Il ne faut pas prendre les armes pour chasser un président démocratiquement élu du pouvoir. Ça a été fait, et il y a aussi des principes, les règles, les sanctions qui sont prévues pour lorsqu'on ne respecte pas ces principes-là. Donc, vivement que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour qu'on puisse réellement s'attaquer au problème réel du Mali. Le problème de la sécurité. Et aussi, il y a le problème social, des fois, qu'on occulte dans les qui est bien présent. Qui est bien présent. Et il faut vraiment que cette histoire de transition, tout ça là, soit réglé pour qu'on s'occupe vraiment du problème réel du peuple malien. Du Mali. Mamadou Diouf, maintenant qu'il n'est pas allé à ce sommet, qu'il n'a pas pu être écouté par ses pairs de la CEDEAO, comment on peut imaginer la suite? Est-ce que c'est maintenant toujours au médiateur de la CEDEAO de continuer par venir au niveau du Mali pour discuter? Parce qu'à un moment donné, il faudra que les autorités maliennes discutent directement avec la CEDEAO. C'est clair que Goodluck Jonathan va retourner encore à Bamako. N'oublions pas qu'avant le sommet, il y est allé plusieurs fois et il n'avait pas pu avoir gain de cause.
Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu la CEDEAO prendre une posture disant on laisse le Mali aller tout seul. Je disais tout à l'heure que le fait qu'on invite le colonel à participer à un sommet montrait déjà une certaine ouverture. Il ne faudrait pas que la CEDEAO, sur la base des réactions des populations, veuille changer de posture. La CEDEAO est dans la bonne posture actuellement. Comme vient de le dire l'honorable député, ce n'est pas le Mali qui perd, mais c'est la CEDEAO qui perd. Donc la CEDEAO a intérêt à ce que le plus rapidement possible que ce problème soit résolu. Et puisque la CEDEAO n'est pas dans une logique d'utiliser la force contre le Mali, mais il n'y a que la négociation pour le faire. Donc je me dis qu'ils vont partir, ou bien même, il ne faut pas qu'on oublie, le Togo est en train de faire quelque chose, le Sénégal est en train de faire quelque chose, même individuellement, les États sont en train de tout faire pour que cette crise entre le Mali et la CEDEAO, qu'on l'oublie et qu'on passe à autre chose. Il faudrait un peu que le Mali également revoie un peu le discours qui est tenu envers et contre tout. Il l'a dit, et quand on voit le Premier ministre Choguel Maïga s'en prendre à tout, mais moi je m'attendais, si le colonel ne part pas, c'est lui qui devait aller. Mais en ce moment, comment il va faire face à ces présidents qu'il a traités de tous les noms pour devoir discuter avec eux? Mais c'est pourquoi il faut savoir être réaliste dans la vie. Il y a aujourd'hui, il y a hier, mais il y a demain. Et pour que demain marche, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Il ne faut pas que ça nous tombe sur la tête, tout simplement. Je crois que la CEDEAO va trouver un moyen pour que le Mali finisse par accepter. Ça ne sera peut-être pas 12 ou 16 mois, ça sera peut-être 18 mois encore, mais il y aura des négociations pour que le Mali, qui a quitté 5 ans pour venir à 2 ans, se déplace encore un peu. La différence n'est plus extrêmement grande pour qu'on continue à faire souffrir les populations. Justement, les populations maliennes souffrent, mais c'est ces populations dont beaucoup sont également dans l'agriculture, qui ont réussi l'exploit, on peut le dire, de maintenir le cap au niveau de la culture du coton. Le Mali reste premier producteur africain de coton malgré les sanctions. On va suivre ce reportage parce que ce coton, l'honorable Sénat Lipi le disait, il faut bien l'exporter. On va regarder les difficultés qui se présentent à l'horizon. Une belle récolte en perspective pour ce producteur de coton dans l'ouest du Mali. Et pourtant, il est inquiet car il ne suffit pas de cultiver ce qu'on appelle ici l'or blanc, encore faut-il l'exporter. Mais comment faire avec l'embargo imposé au Mali par ses voisins ouest-africains en réaction au refus des militaires au pouvoir à Bamako de céder la place aux civils dans un avenir proche? Les sanctions nous amènent beaucoup de difficultés parce que seulement 2% du coton est transformé au Mali, tout le reste est exporté. S'ils nous sanctionnent, comment allons-nous faire pour vendre notre coton à l'extérieur? Comme lui, les milliers de cotonculteurs maliens tirent la sonnette d'alarme. C'est l'État qui achète toute leur production via la CMDT, la compagnie malienne pour le développement des textiles. L'entreprise publique se charge ensuite de la traiter et de l'acheminer vers d'autres continents. Cette saison, elle n'a pu exporter qu'un tiers de la production avant que les frontières ferment en janvier. On n'en a pas encore ressenti les effets, mais il faut vraiment trouver une solution. Si les réserves financières de la compagnie malienne pour le développement des textiles venaient à s'épuiser, sans que nous soyons payés, ce serait une catastrophe. Une catastrophe pour une filière déjà fragilisée par la pandémie et par des querelles de pouvoir. Le Mali est l'un des premiers producteurs africains de coton, sa deuxième source de revenus d'exportation après l'or. Il y a 4 millions de personnes qui travaillent actuellement dans la filière coton. Et le coton représente 15% du PIB national. Il y a plus de 400 milliards de francs CFA qui tournent généralement dans la filière coton. Il y a une très bonne campagne. Cette année, la filière dit s'attendre à une production record, 820 000 tonnes contre 147 000 l'an passé. Le bon prix fixé par l'État pour le kilo de coton avait poussé les agriculteurs à se ruer vers l'or blanc, un choix qu'ils prient pour ne pas regretter. Je rappelle que ce reportage a été réalisé vers les
début du mois de février, quelques jours seulement après les sanctions. C'est pour ça que vous entendez ceux qui sont intervenus dire qu'on ne ressent pas encore les effets, mais on est sûr, c'est dans l'IPUC actuellement, on est en train de ressentir les effets. Mais d'abord, j'ai envie de savoir, le coton tel qu'il vient d'être présenté, c'est un intérêt vital pour le Mali. Je dirais peut-être que le coton représente de l'ordre d'un intérêt stratégique pour le Mali, parce que vital, vraiment, sans ça, vous ne vivez plus, littéralement, comme la paix, la sécurité, comme des questions de santé. Mais si demain on ne cultivait plus de coton au Mali, on pourrait faire autre chose et continuer à vivre. Donc c'est pour le moment, à mon avis, ce n'est que mon opinion personnelle, cela relève plutôt des intérêts de l'ordre d'un intérêt stratégique pour le Mali. Mais il faut comprendre pourquoi le Mali est numéro 1 maintenant, parce qu'il ne l'était pas. Ils ont fait une très mauvaise saison, je crois, autour de 2020, ils sont autour de 147 000 tonnes, alors que là, ils tournent autour de 810 000, et ici même, ils parlent de 820 000 tonnes. Et toute une politique que le gouvernement a mise en place, subventions pour les engrais, ils ont augmenté le prix d'achat de 200 francs, je crois, 200 et quelques francs, à 280 francs. Il y a tout un travail d'encadrement et de formation des gens qui sont de ce secteur-là pour les inciter à cultiver le coton plutôt que le maïs et d'autres produits vivriers. Et les surfaces utilisées pour la culture du coton ont augmenté de près de 382% dans ce laps de temps, la mauvaise période est maintenant. Donc c'est une conjugaison de tous ces efforts-là qui ont permis au Mali de repasser maintenant à près de 800 000 tonnes et de prendre la tête du classement. Sans monopoliser la parole, je dirais que le Mali, ce n'est pas seulement l'or blanc, c'est aussi l'or jaune, si on peut l'appeler, l'or avec pas une dizaine, mais près d'une dizaine de mines dans le pays et une quarantaine de permis d'exploitation dans le pays. Et avec les cours de l'or qui sont autour de 1700, 1800 $ l'once, ce sont des choses qui donnent envie d'être aux affaires pour pouvoir gérer la cagnotte qui est issue de cela. Oui. Mais nous estimons que il faut un gouvernement démocratiquement élu avec des gens que les populations ont choisis pour gérer leurs richesses et les répartir. Donc, la position du Mali s'explique par une politique antérieure. C'est vrai qu'il y a la junte qui a donc sans doute aussi influé sur la politique qui a été faite. Mais nous préférons que ce soit quelque chose fait par des institutions légitimes et légales. Bossole Yobekou, on a écouté les chiffres, c'est quand même des chiffres qui font rêver. Le coton génère au moins 400 milliards de francs CFA. 4 millions de personnes vivent dans ce secteur, c'est quand même énorme. La prouesse, elle est là, premier producteur africain de coton, mais ça ne servira à rien si les sanctions sont là. Oui, mais au fait, avant de répondre à la question, moi je crois personnellement que la place qu'occupe le Mali actuellement, premier pays africain producteur du pétrole, du coton, ce n'est pas un exploit. Moi je ne perçois pas ça comme un exploit par rapport aux sanctions. Parce que les sanctions ont été imposées le 9 janvier et infligées au Mali le 9 janvier 2022. Alors que la campagne pour la culture de coton a déjà commencé bien avant ces sanctions-là. Et je crois que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le Mali occupe cette place. Cette place, dans les années, je crois, 2000, 2004, il est vrai que le Burkina, des fois, prend cette place-là, le premier producteur du coton. Et une saison, on a vu le Bénin aussi, sur la place, à cette place-là. Mais habituellement, cette place est occupée par le Mali. Donc, je me dis, ces sanctions-là pouvaient agir sur la production si elles ont été infligées au Mali au début de cette culture-là, où souvent ce qui fait regresser la production, c'est la mauvaise pluviométrie.
et aussi les intrants, l'absence d'intrants. Donc si ces sanctions avaient empêché le ravitaillement des producteurs maliens en intrants et autres, on pouvait dire que c'est un exploit. Bon, ceci dit, pour cette production, on dit que le Mali revient à cette place-là. Donc ça veut dire que, et comme l'a dit l'honorable Alipu, avant, il avait régressé. Et les raisons, c'est qu'il y avait eu la diminution du prix au niveau international, ce qui a découragé les cotonculteurs qui avaient abandonné entre-temps cette culture-là. Et avec les mesures incitatives, les subventions du gouvernement, tout ça, ils ont repris cette culture en augmentant les espaces cultivés, ce qui a fait que le Mali a eu cette production et c'est ici encore à cette place-là. Maintenant, ce qui va poser problème, c'est l'exportation, comme certains producteurs l'ont dit dans le reportage. Mais la question que je me pose, c'est que dans les sanctions, les chefs d'État africains ont pris le soin d'éviter de sanctionner les produits de première nécessité. Est-ce que pour l'exportation du coton, et ça serait... Est-ce que c'est concerné? Ça serait concerné, ou bien le coton aussi serait concerné par ces sanctions? Déjà, quand moi je pense aux produits de première nécessité, on parle de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, tout ça là. Mais je crois aussi que les engrais, on ne peut pas aussi empêcher les Maliens d'avoir les engrais à travers les ports des autres pays de la CEDEAO. Parce que sanctionner les engrais ou bien les intrants, ça aussi c'est quand même... c'est comme si vous sanctionnez les produits de première nécessité, parce que c'est à part ces sanctions et avec ces intrants-là que l'agriculture aussi, on peut produire bien et avoir ces produits-là. Donc, ce qui va être un problème, c'est les transactions. N'oublions pas que le Mali, entre-temps, n'arrive pas à payer ses engagements, à honorer ses engagements financiers au niveau de la sous-région. Donc, pour finir, je me dis que ce secteur de coton n'est pas aussi impacté par ces sanctions-là. Et je crois que pour l'exportation, les chefs d'État ou la junte même au pouvoir au Mali trouvera des canaux pour pouvoir éviter des désagréments aux paysans. Alors, Mamadou Diouf, quel sera le sort de ce coton-là? Il va falloir que le Mali exporte ce coton, puisque un des producteurs l'a dit de façon très claire, le Mali parvient à peine à transformer 2% de sa production. Puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que malheureusement, ça fait partie de nos difficultés en termes d'économie africaine, puisque ce n'est pas propre au Mali. Nous sommes dans l'exportation de la matière première. Et comme disait Senghor, on est tout le temps victime de cette détérioration des termes de l'échange, qui est une des raisons aussi de la chute de la production du pétrole, parce que l'année d'avant, ils ont vendu le kilo du coton plutôt, ils ont vendu le kilo du coton à un prix tel que les paysans ont dit l'année suivante, mais ce n'est même plus la peine de cultiver le coton à ce prix, et ça s'est traduit par une chute de production de 77%. Ce qui veut dire qu'en fait, les paysans ne cultivent pas pour cultiver, c'est une culture de rente. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des sous après avoir cultivé. Mais si maintenant la sanction crée le même phénomène que ce que le cours mondial avait créé à cause du Covid et d'un certain nombre de choses qui avaient fait que beaucoup d'usines ne fonctionnaient plus. Mais les paysans, on a parlé aujourd'hui de le Mali a retrouvé sa première place. Le Mali risque à nouveau de perdre sa deuxième place parce que les paysans ne consomment pas le coton. Et ils n'ont pas les moyens de le conserver sur une longue période pour garder la qualité également du produit, parce qu'on ne le vend pas pour le vendre. Ceux qui le vendent veulent une certaine longueur, ils ne veulent pas que ça se casse d'une certaine façon, etc. Si on n'aide pas le Mali à exporter ce coton, il est clair qu'on va créer encore une difficulté, et encore une fois, pas pour le président de la République, puisqu'il sera indirectement responsable, mais pour ces paysans qui ont déjà investi pour cette production et qui attendent ce retour sur investissement. Et l'un d'entre eux l'a dit clairement, ça va être la catastrophe s'ils ne parviennent pas
à jouir de tout ce qu'ils ont fourni comme effort pour produire ce coton-là. Est-ce que vous pensez que le coton, à l'instar des produits pharmaceutiques, des produits alimentaires, peut bénéficier d'un couloir spécial pour être exporté, le coton malien? Vous me posez une question bien difficile. Vous savez, l'objectif des sanctions n'est pas de vous permettre de maintenir votre train de vie habituel, en vous redonnant par l'autre côté de façon exceptionnelle tout ce dont justement on veut vous priver pour vous emmener à réfléchir à la question d'une autre perspective. Je ne suis pas sûr que les sanctions qui ont été imposées au Mali, l'étude d'impact de ces sanctions-là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils font une bonne lecture de ce qui se passe. Parce que ça va asphyxier le pays. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Pour que des sanctions de cette nature commencent à se faire ressentir, ça prend parfois 3-4 mois. C'est-à-dire que les circuits se referment graduellement, le temps que les sanctions qui ont été prises aient été intégrées par l'administration, qui va maintenant, vraiment, l'administration des pays qui sont autour vont commencer vraiment à les appliquer. Ça va prendre un certain nombre de mois et l'asphyxie est au bout du tunnel. Je pense, en toute honnêteté, parce que de toutes les façons, le Mali n'a pas sa propre devise. Donc, faisons abstraction de tout cela, ne serait-ce que les sanctions financières dont la BCEAO va jouer un rôle, dans le processus dans lequel la BCEAO va jouer un rôle, ne serait-ce que cela, l'impact que cela va avoir, c'est terrible. Je pense qu'il vaut mieux discuter et, comme je le disais, repenser aux populations qui souffrent, et pas seulement les populations qui sont au Mali, mais il y a tous ces hauts cadres du Mali qui postulent à des postes internationaux, qui ont besoin que le Mali soit un pays normal pour pouvoir faire valoir leurs compétences. Je pense ici au Parlement panafricain où la candidate favorite est du Mali. Ce sont des choses où la situation au Mali bloque des gens compétents qui peuvent servir l'Afrique à un niveau plus élevé. Il y a beaucoup d'autres situations dans lesquelles le Mali est bloqué à cause de cette situation-là. Et donc, les sanctions qui sont imposées au Mali vont commencer à se faire ressentir probablement encore d'ici 1-2 mois. Et là, je pense que tout le monde prendra la mesure de la situation. Donc, à mon avis, on ne peut pas vraiment faire d'exception. Vous avez l'or, vous avez le coton, qui sont des ressources qui apportent beaucoup de devises. Bien entendu, quand on met des sanctions, c'est justement pour fermer ces circuits-là. Et donc, il vaut mieux un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Un mauvais arrangement dans le cas du Mali vaut mieux que de poursuivre dans une attitude de confrontation qui ne sera pas féconde. Ça veut dire que les craintes affichées par ces cotonculteurs qu'on a écoutés tout à l'heure sont justifiées. Le plus difficile, ça reste à venir pour eux si les sanctions ne sont pas levées. Oui, bien sûr. C'est pourquoi je dis pour la production, ça a été déjà fait. Donc, il faut maintenant exporter. Et c'est au niveau des sanctions, là où les sanctions financières qui jouent maintenant. Donc, au fait, et c'est pourquoi, et puis ce qui est intéressant, c'est que les chefs d'État de la CEDEAO ne conditionnent pas la levée de ces sanctions par les élections à la fin de la transition. Ils ne demandent qu'à la junte de proposer un calendrier acceptable pour pouvoir lever ces sanctions. Donc je crois que très rapidement, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, et je crois que la junte malienne mettra de l'eau dans son vin pour pouvoir épargner les populations de cette souffrance-là, surtout les paysans de cette souffrance-là, en cherchant les voies et moyens pour pouvoir arriver à une négociation franche et constructive avec la CEDEAO pour la levée de ces sanctions-là, parce que la production est déjà là, il faut quand même exporter ça et ramener des devises dans le pays et surtout satisfaire les paysans qui ont mis, c'est-à-dire qui ont quand même dépensé leur énergie et leur argent pour pouvoir faire ces productions-là. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que dans nos pays africains, les pays de la CEDEAO, plus de 75%, environ 80% de la population active
est paysanne. Donc lorsque cette frange de la population là souffre, c'est que il y a problème. Donc c'est pourquoi je dis qu'avec le problème du coton qui s'annonce, je suis sûr et je suis persuadé que la junte va trouver quand même un canal pour pouvoir revenir à de meilleurs sentiments et surtout permettre aux paysans de pouvoir vendre leur coton, le Mali d'exporter. Et c'est l'État qui est le principal acheteur de coton à ces paysans-là. Et c'est cet État-là qui est aussi sanctionné maintenant. Donc il faut toujours, il faut nécessairement avoir la levée de ces sanctions. Et pour lever ces sanctions, le rôle de la junte malienne est quand même prépondérant parce que c'est lui qui doit quand même maintenant proposer. La CEDEAO a déjà fait sa proposition 12 à 16 mois. Et n'oublions pas que cette proposition de 12 à 16 mois a été aussi la proposition des pays, certains pays, entre guillemets, sur qui le Mali comptait, l'Algérie et la Mauritanie, sur qui le Mali contient pour pouvoir bouder ces sanctions de la CEDEAO. Eux aussi, ils ont proposé ça et je crois que les Maliens, il est temps pour la junte malienne de pouvoir proposer un délai raisonnable pour pouvoir avoir la levée de ces sanctions dans l'intérêt supérieur du peuple et des populations maliennes. Amadou Diouf, Bossele Obekou a évoqué un aspect sur lequel je voulais vous interroger aussi, c'est par rapport aux sanctions, ça ne va pas vraiment peut-être trop toucher les cotonculteurs parce que leur production est rachetée par l'État. Donc finalement, peut-être eux, ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas sauvés. L'État ne va pas acheter. L'État va acheter avec quoi? On a vu ce qui s'est passé avec les sanctions de la BCEAO. À un certain moment, la CEDEAO a dû accepter qu'on laisse sortir un peu d'argent parce que payer était devenu un problème pour le Mali. Mais c'est le même problème qui va se poser. L'État malien aujourd'hui qui fait face à une question sécuritaire, qui à coup sûr aspire une bonne partie du budget du pays pour cela. Ils ont été victimes, comme tout le monde, de la crise avec le Covid. On est là avec une guerre en Ukraine qui vient s'ajouter à ce qui existe déjà comme difficulté, mais où cet État malien va trouver ces 400 milliards qu'il va utiliser pour mettre à la disposition des paysans, ça va être un énorme problème. Et c'est là où l'État doit faire extrêmement attention parce que, comme on le dit avec l'adage africain, quand la chèvre est acculée, elle finit par mordre. Ces populations qui sont là en train de pousser à la défiance contre la CEDEAO et tout, mais quand ça va chauffer jusqu'à un certain moment, ces populations ne vont plus manifester contre la CEDEAO, mais ils vont manifester contre le pouvoir. Et ça, il faut qu'on fasse attention. On l'a vu plusieurs fois, c'est les mêmes personnes qui sont sorties pour applaudir, qui sortent après pour crier au scandale. Il faut que le régime malien fasse extrêmement attention. On l'a dit dans le reportage, ça fait vivre 4 millions de personnes. Oui. Mais si l'État n'achète pas ce coton, ces 4 millions de personnes vont vivre de quoi? Alors que le coton n'est pas un produit consommable. Il faut le vendre et utiliser l'argent pour acheter de quoi se nourrir. Ce n'est pas comme du maïs que tu aurais dit, bon, si je ne le vends pas, je le stocke et puis je vais le consommer moi-même. Ils vont en consommer une très petite quantité pour des habits et autres. Mais ils vont faire quoi du coton qu'ils ont cultivé et qui se trouve devant eux? Mais c'est pourquoi il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on arrête avec le populisme. Objectivement, qu'est-ce que le Mali peut faire en mal à la CEDEAO? Objectivement. Qu'est-ce que le Mali peut faire en mal à la CEDEAO? Moi, je ne le vois pas. Au contraire, ils vont se faire mal à eux-mêmes. Mais qu'on aille vers les négociations, ce n'est pas compliqué. On n'est pas loin de la solution, et ce n'est pas seulement la solution de la CEDEAO, c'est la proposition de l'Union africaine, c'est la proposition des Nations Unies. L'honorable député vient de le dire, même l'Algérie, la Mauritanie avaient fait la même proposition, mais ça veut dire que la proposition, elle semble être plutôt la voie du compromis, elle semble être plutôt acceptable. Mais que le Mali prenne cette proposition, parce qu'une transition s'appelle quand même une transition. On a déjà fait 18 mois. Qu'est-ce qu'on a réglé? Parce qu'il faut qu'on fasse le bilan de ces 18 mois également. D'habitude, vous avez un contrat quelque part, vous dites on veut prolonger parce qu'on n'a pas terminé. Est-ce qu'en prolongeant, vous allez avoir un délai qui est plus grand que le délai qui avait été prévu pour l'exécution? Ça aussi, ça pose problème. Il y avait 18 mois, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'on va ajouter encore 18 mois? C'est comme si on recommençait la transition, alors qu'on est dans une logique de terminer avec la transition.
Mais il faut que les gens acceptent que 12 mois, quand même, c'est raisonnable et qu'on reste dans la transition, c'est-à-dire créer les conditions d'organisation d'une élection, qu'on ne promette pas aux gens qu'on va régler tous les problèmes du Mali. Même 2 mandats d'un président ne peuvent pas le régler. Il faut dire la vérité aux populations, encore moins une transition. Voilà, on va marquer la pause si vous permettez. 10 minutes, on regarde ensemble le journal et nous serons de retour pour la deuxième partie.